mai 2023, on lance Mistral. Septembre 2023, il y a le premier modèle qui sort, ça fait un gigabyte mondial. Et depuis, Mistral, c'est une boîte qui a 200 personnes et qui grandit énormément et qui est utilisée par les meilleures entreprises européennes et même mondiales. 2013, je suis dans ces entreprises en Silicon Valley. Je travaille chez Facebook sur Instagram, qui était globalement le truc le plus génial du moment. Et enfin, à l'époque, on était 50 à bosser dessus. Ce qui manque justement dans le monde entrepreneurial français, c'est des gens qui sont prêts à aller sur le très long terme. Je dormais mal, j'avais 3 heures de trajet par jour, j'étais loin de ma famille, mes amis, et en fait, à un moment, je craque. Tu peux avoir une vie qui peut paraître parfaite, idéale et partir en dépression, en burn-out et te sentir seul. Tu peux toucher le fond, rebondir, monter une boîte et en faire une licorne. Tu peux être valorisé 4 milliards et vouloir garder l'esprit du débutant, le chouchin chez les Japonais. Rien ne prédestinait vraiment Charles Gorintin à l'assurance, à monter à l'âne. Pas secteur, réputé lent, complexe, verrouillé, et pourtant c'est là qu'il a choisi de s'attaquer à l'un des plus grands défis du quotidien, notre santé. Formé à la data, passé par Twitter, Instagram, Facebook, il aurait pu faire carrière dans la Silicon Valley, mais c'est en France qu'il décide donc de créer Alan avec une idée simple, allez, presque naïve, faire et rendre l'assurance santé aussi fluide qu'une app de méditation. Je le dis en tant qu'utilisateur, pari gagné. 8 ans plus tard, Alan, c'est plus de 700 000 membres, 600 collaborateurs, une valorisation, tenez-vous bien, à 4 milliards d'euros. Et toujours la même ligne, le produit d'abord, la transparence toujours et le bien-être comme boussole. Charles, on va parler assistant médical IA, on va beaucoup parler d'IA, on va parler santé mentale des collaborateurs, mais aussi des entrepreneurs, valorisation, souveraineté, peut-être aussi un petit mot sur la genèse de Mistral AI que j'ai découvert, tu vois, j'avais pas assez bien fait mes devoirs avant l'ouverture de cet épisode de 40 nuances de Next. Bon bref, on va te découvrir, toi, ton parcours d'entrepreneur à succès, ta vision du monde avec Grégoire Allensbach. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Ravi de te retrouver. Je rappelle que tu es banquier privé chez Neuflize OBC. Tu es un habitué de 40 nuances de Next. C'est peut-être votre cas aussi à vous toutes et tous qui nous suivez. Mais si vous nous découvrez, eh bien, je vous propose de vous abonner. Vous avez 10 secondes pendant le générique. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Charles, on dit tout dans 40 nuances de Next, ou presque. Je lance une nouvelle rubrique avec toi, True Story ou Storytelling. Je vais te demander 3 anecdotes et il faudra qu'on devine avec Grégoire laquelle est fausse. Challenge. Énorme challenge. Je les ai pas encore en tête en fait. Je pensais pas que tu me les poserais tout de suite. Et donc tu pensais réfléchir pendant que tu... Oui, parce que mes questions risquent d'être bateau, donc ça te laissera le temps avec ton double cerveau de pouvoir faire les deux. Je te mets au défi. et on en parle dans quelques instants. Dans ce cas-là, je te propose de démarrer avec ta carte blanche. J'ai même un jingle pour ça. Et je crois qu'on part sur l'IA. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors, c'est à toi. Bah, très bien. Le micro, les auditeurs, les spectateurs sont yeux et oreilles ouvertes. Je pense que ça n'a échappé à personne que l'IA, c'est vraiment la révolution technologique à laquelle on fait face aujourd'hui. Et pour moi, et ma carte blanche, c'est vraiment comment est-ce qu'on va faire que toute la société adopte l'IA. En fait, on est face à un embranchement. Soit la France décide que l'IA c'est nul et on va pas faire l'IA pour des raisons éthiques, environnementales, sociétales ou autres. Et auquel cas, admettons cette voie. Auquel cas, qu'est-ce qui se passe ? Et dans ce cas-là, en fait, on devient un pays qui devient complètement anecdotique, peut-être au mieux un musée pour les autres pays, mais globalement, en fait, on sera à peu près rayé de la carte. Soit on adopte l'IA,
on adopte l'IA dans toutes les couches de la société, un petit peu comme si c'était l'électricité, on électrifie toute la société et on bénéficie énormément de toute la valeur de l'IA, à la fois sur le côté social. C'est un grand égalisateur qui permet à chacun, en fait, d'avoir des services à un niveau qui avait toujours été réservé que aux plus riches et aux plus privilégiés, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines. On rate le coche, on a une énergie extrêmement décarbonée en France. Si on n'adopte pas l'IA en France, en fait, on finit par utiliser l'énergie. L'IA d'ailleurs, qui utilise une énergie qui, elle, n'est pas décarbonée. Exactement. Ouais. Et donc, on fait tourner des centrales à charbon plutôt que de l'électricité propre. Et derrière, en fait, tout ce qui est... donc, côté environnemental aussi, c'est très, très important que ce soit nous qui prenions la main. Et derrière, en fait, côté social, si on n'arrive plus à créer de la valeur, on ne pourra pas la partager. Exactement. Charles, tu es entrepreneur. Je pense que tout le monde reconnaîtra que tu es un entrepreneur à succès avec Alan. Mais un entrepreneur, il prend les objections. Il trouve des solutions pour justement soit les limiter, soit complètement les effacer. Sur les objections environnementales, tu y as répondu. Sur les réflexions et les objections liées à l'éthique, c'est quoi? De quoi on parle déjà aujourd'hui et comment on peut y répondre? Ou est-ce que de toute manière, même si on ne peut pas y répondre, faut quand même y aller parce que sinon, tu l'as très bien dit, on finit comme un pays du tiers-monde, un joli musée à ciel ouvert. Ouais. Et en fait, sur les questions éthiques, moi j'aime bien beaucoup le terme de misonéisme. En gros, il y a beaucoup de personnes qui rejettent la technologie et les nouveautés pour elles-mêmes. Et en fait, c'est une question d'éthique parce qu'elles pensent que justement, rejeter la technologie, ça fait d'elles de meilleurs humains, de meilleurs humanistes. Et moi, je suis de l'avis du philosophe Gilbert Simondon qu'au contraire, la technologie nous permet d'être plus humains. Parce que justement, elle nous permet d'avoir... Par exemple, pour un médecin qui passe moins de temps sur les sujets administratifs, il peut regarder son patient dans les yeux. Il peut passer plus de temps sur le contact humain. Et c'est vrai, en fait, dans tous les domaines, si on a des meilleurs outils, ça nous rapproche, en fait, paradoxalement, de notre humanité. Sur la crainte de voir ces boulots partir en fumée, remplacés par l'IA, il y a aussi beaucoup de choses à dire et des sujets a priori sur lesquels on doit aussi pouvoir se rassurer. Et évidemment, donc c'est une révolution technologique, c'est pas une révolution épistémologique. Ça veut dire que tout change, mais rien ne change. C'est que ça change de la même manière dont ça a toujours changé. Et on a déjà eu ces révolutions technologiques. Par exemple, l'arrivée du cinéma parlant fait que tous les musiciens de films deviennent complètement caduques, et donc doivent... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de musique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de musique, mais en général, ce qui se passe, en fait, c'est que à peu près tout le ventre mou doit trouver un nouveau métier où se transformer. Il y a toujours des virtuoses, des grands artistes, et il y a toujours des hobbyistes, des gens qui vont faire ça parce qu'ils ont envie de le faire. Et donc, on pourra trouver des choses fait main sans IA, mais en fait, c'est pas tellement le plus pertinent. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on réinvestit toute la productivité qu'on va avoir avec l'IA. Et pour moi, il y a 4 manières de faire ça. Soit on réinvestit dans couper les coûts, mais je pense que c'est pas une très très bonne idée parce que on réinvestit pas vraiment. Soit on investit dans plus de qualité, soit plus de quantité, soit en fait on arrive au rêve keynésien où on doit travailler 15 heures par semaine en 2030. Bon, c'est pas mon cas pour le moment, mais je pense que l'IA nous a... T'as pas prévu un bouquin la semaine de 3 heures pour faire mieux que Tim Ferriss, ouais, ce serait assez compliqué. Après, on pourrait y penser, mais donc c'est tout l'enjeu de l'IA
derrière. C'est comment est-ce que on se permet d'utiliser ces technologies et ne pas se dire on va s'accrocher à des jobs qui parfois peuvent nous aliéner juste parce que c'est notre job actuel, et en fait se rendre compte que on peut transformer la société pour qu'elle soit meilleure et derrière que les tâches rébarbatives disparaissent. On va rentrer un peu plus spécifiquement dans l'épopée Alan. Je rappelle quand même qu'on a eu ton associé Jean-Charles Samuelian il y a 3 ans, donc beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'invite quand même, pour ceux qui voudraient le pitch, la genèse de tout, d'aller écouter cet épisode. En plus, il est bien meilleur que moi. Je te dirai à la fin. En ce cas, lui, il répondait à mes questions dès la première question. Mais c'était moins tricky. Là, je veux bien qu'on raconte l'aventure IA pour Alan. Parce que là, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Ça veut dire quoi l'IA aujourd'hui chez Alan? Comment vous la travaillez? Pour faire quoi? Et ce qui m'intéresse toujours, c'est quelles sont les limites aujourd'hui que vous n'arrivez pas à franchir et que peut-être vous arriverez à franchir demain. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu l'état de l'art, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que ça bloque. Ouais. Déjà, je pense que la chose la plus importante par rapport à l'IA, c'est que ça a beau être une révolution technologique, c'est un sujet avant tout culturel. Et donc, culturel, ça veut dire qu'il faut adapter la manière dont on travaille aussi pour absorber cette technologie et utiliser l'IA. Aujourd'hui, chez Alan, 100% des Alaners utilisent l'IA toutes les semaines. Parce que vous leur avez mis des outils co-conçus pour Alan, ou parce que dans tous les cas, chacun a pris conscience que sur son métier, il doit aller chercher les nouveaux outils, tester, apprendre, mesurer? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, en fait, on a installé une stratégie dès 2022 sur comment on allait transformer l'entreprise pour adopter ces outils d'IA. Donc, ma stratégie, ça a été assez simple. C'est en trois grands temps forts. C'est d'abord de rendre ça simple, rendre ça utile, et enfin rendre ça cool. Ouais, c'était le même pitch que pour Alan au début, en fait. À peu près. Mais en gros, donc rendre ça simple, ça veut dire faire que tous les sujets de sécurité, privacy, le fait de pouvoir avoir accès à ces outils-là, en fait, les Alaners aient pas à se poser la question, que ce soit juste là, dispo. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA générative, juste si on est capable d'écrire quelque chose dans un champ de texte, en fait, on peut utiliser l'IA, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais. Rendre ça utile, c'est montrer, en fait, que donner la possibilité aux gens dans les équipes de pouvoir utiliser l'IA sur des cas concrets, créer des ambassadeurs, des gens très, très motivés, et que derrière, ils puissent montrer à ceux avec qui ils travaillent que ça peut être très utile, qu'ils peuvent gagner énormément de temps, qui peuvent passer moins de temps sur les choses rébarbatives et plus de temps sur des choses à vraie valeur ajoutée où ils peuvent être plus créatifs. Et enfin, le côté cool, c'est vraiment rendre ça gratifiant d'utiliser l'IA. En tant que leader, en fait, c'est de montrer à chacun dans l'entreprise que si tu as utilisé l'IA, on va te célébrer dans l'entreprise. Ça va être et pas te dire facile, tu l'as fait avec l'IA. Exactement. Ouais. Et au contraire. Et là, il y a le CEO de Shopify qui a partagé un document hier. Il disait l'IA maintenant, c'est devenu quelque chose d'attendu de chacun. Et en fait, parfois, et ça reboucle sur le sujet de l'adoption initiale, c'est que parfois, il y a des gens qui disent si tu l'as fait avec l'IA, ça veut dire que c'est moins bien. Non, au contraire. En fait, ça dépend. Si tu as juste fait une requête, tu as pris copier-coller la réponse sans la lire, je suis pas sûr que ce soit très gratifiant. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais, comment tu l'améliores, comment tu l'affines. Exactement. Ouais. Alors, l'utiliser pour faire un rendu, c'est extrêmement important. Après, l'utiliser pour faire un rendu pourri, ça, ça à la fin, tu te fais défoncer. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment hyper clé.
Je reste sur Alan et sur les cas d'usage très concrets de l'IA. Et puis après, je veux bien qu'on revienne sur comment tout ça est né chez Alan. Mais d'abord, sur les usages, on n'a pas un entrepreneur qui nous regarde, qui nous écoute, qui soit n'utilise pas déjà l'IA, soit réfléchit à d'autres utilisations, d'autres usages qu'il peut en faire en interne. Et je veux bien t'entendre sur des cas très très concrets. Alors, on a catégorisé l'IA en 3 parties chez Alan. D'une part, tout ce qui est productivité des équipes. D'autre part, transformation des processus actuels. Et troisième partie, création de nouveaux produits. Ok. Donc, sur tout ce qui est productivité, en fait, on a des outils de transcription. Si je prends l'exemple juste de l'équipe commerciale, on a gagné plus de 30% en fait d'efficacité. Les appels sont enregistrés, tu as une transcription, tu as un récap, tu as les next steps. Voilà, le récap qui est directement mis dans le CRM. En fait, personne n'aime mettre des choses dans le CRM. Ah ouais. Mais quand ça se fait automatiquement, directement à partir de la discussion, de manière bien formatée comme c'est attendu, en fait, ça devient hyper simple. Et donc là, tout de suite, on commence à avoir de la donnée de qualité. Du coup, je peux me concentrer sur la réponse à apporter aux pains que j'ai soulevés. Exactement. Ouais. Et derrière, ça veut dire que ton équipe marketing, elle a les résumés de tous les rendez-vous de manière immédiate. Et donc, derrière, elle peut sortir de l'intelligence et donc améliorer tes process. Et là-dessus, on a vraiment vu plus 30% d'efficacité. Sur l'autre cas d'usage. Et donc, ensuite, il y a tous les sujets de transformation des process actuels. Je vais prendre l'exemple de... donc, chez Alan, on reçoit à peu près 1 million de factures par an. Enfin, ça a un peu augmenté depuis. Mais on reçoit 1 million... Ça n'arrête pas d'augmenter de toute manière. Voilà, exactement. Voilà. Et il y a des... il y a des personnes historiquement qui devaient juste regarder la facture, dire c'est ok, c'est pas ok. Non, surtout dire voilà le nom du médecin, voilà la date, voilà le montant à rembourser. Attends, c'était pas déjà automatisé ça il y a... Malheureusement, en fait, les factures sont pas normalisées en santé en France. Chacun peut faire ça sur papier libre. Alors, je tiens à dire quand même que si c'était pas automatisé, vous étiez quand même déjà au début sacrément rapide. Voilà. Mais maintenant, vous l'êtes encore plus. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que il devait y avoir ces gens qui devaient le faire à la main. Et donc, on a remplacé ça par de l'IA. Et faire à la main, ça voulait dire attendre quelques heures, voire quelques jours pour que la personne puisse le faire. Ça voulait dire des personnes qui faisaient un boulot qui n'était pas très marrant. Et surtout, ça nous coûtait 2 à 3 euros par validation de facture. Par facture. Et donc, on a remplacé ça par de l'IA. Et maintenant, en fait, donc, on peut rembourser les gens en moins d'1 minute. Top chrono. Il y a le temps où tu uploads ta facture jusqu'à ce que ta banque te dise « C'est bon, on a reçu de l'argent de Alan. Notre record, c'est 37 secondes. » Et en gros... ça coûte combien du coup la facture ? Maintenant, ça coûte 0, ouais. Exactement. Et ça continue de baisser parce que les coûts de l'IA, en fait, ne font que baisser. Ouais. Et la qualité augmente et on peut le faire sur de plus en plus de factures. Et donc, ça, à la fois, ça permet d'augmenter la qualité de service qu'on offre à nos membres. Et en même temps, ça nous permet de réduire nos coûts. Donc, on est gagnant sur les 2 tableaux. Et en plus de questions sociales, j'allais y aller justement. Que sont devenus ces gens qui traitaient les factures ? Eh ben, ils travaillent sur des sujets un petit peu plus intéressants. Et c'est ça la clé à la fin, c'est que oui, on déplace des métiers, mais en général, on passe de quelque chose qui est pas très gratifiant à quelque chose de beaucoup plus gratifiant. Et le troisième pan, c'est les nouveaux produits. Et donc, typiquement, là-dessus, on a créé un assistant médical IA qui s'appelle Mo, qui permet de pouvoir poser toutes ces questions de santé directement. Mo, c'est le nom du barman dans Les Simpsons. Alors, on le fait sans eux, mais on peut poser la question à Mo Sislak aussi. Vous aimez bien les prénoms. Ouais, exactement. Pardon, je t'ai coupé, mais donc comment ça fonctionne ? Et pareil,
quelle est la limite? Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, cet assistant médical peut me générer je cherche le mot, Une prescription. Merci. Alors aujourd'hui, non, on fait pas de prescription, on fait vraiment du téléconseil. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, on a une clinique virtuelle chez Alan où tu peux poser tes questions à des médecins. Ouais. Le problème, c'est que les médecins, ça met une demi-heure à répondre parce qu'ils ne sont pas tout le temps là à répondre de manière immédiate. Et donc, souvent, en fait, t'abandonnes. On a des problèmes aujourd'hui dans la santé en France. C'est déserts médicaux. Déserts médicaux, ça prend du temps. L'accès à la santé, bien sûr. Ça peut prendre jusqu'à 7 mois pour avoir un rendez-vous dermato dans certaines villes de province. Alors que là, tu as un bouton, tu sais pas trop ce que c'est. Hop, assistant médical IA. Alors là, on peut poser les questions directement à l'assistant médical, on va échanger, ça va être immédiat. Donc déjà, ça crée quelque chose de complètement différent. Et à la fin, ce qui est vraiment important, c'est que il y a un médecin qui va revoir la conversation au bout de 15 minutes et qui va dire oui, la conversation est complètement correcte. Et en fait, dans notre papier scientifique, on a vu que c'était 95% des cas où c'était bon ou excellent, noté par le médecin. Ok. Et sur les 5%, évidemment, tu te doutes bien que je vais me questionner, moi, sur les 5%, parce que tout le monde se dit, alors il se passe quoi sur les 5%? Le médecin vient et dit, là, c'était pas exactement correct, et en fait, il faudrait plutôt faire ça. Donc là, déjà, ton IA réapprend, affine. Voilà, enfin, pas spécifiquement réapprend, parce que c'est des choses qui restent anonymes. Et on veut pas... Non, mais n'apprend pas sur le patient, mais réapprend, j'imagine, sur tel symptôme, tel machin qui ont pu être évoqués dans un chat, validé ou pas par un médecin, est capable de dire, attends, en fait, il y a peut-être cette option-là de réponse qui est bonne ou pas bonne. Alors, tu peux même pas ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que marchent les modèles. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est plutôt tout un processus d'évaluation du modèle pour s'assurer que dans tous les scénarios auxquels on va pouvoir penser, en fait, ça va répondre de la bonne manière. Et donc, pardon, je reste là-dessus, mais comment tu peux améliorer tes 5% qui sont pas bons ou excellents si tu n'as pas accès, même de manière anonymisée, au contenu des échanges? Et ça, c'est la chance, c'est qu'on a des médecins dans l'équipe qui, eux, ont accès, parce qu'ils sont tenus par le secret médical. Et donc, eux ont accès et peuvent, en fait, enrichir, anonymiser, paraphraser, créer des nouveaux scénarios qu'on pourra ensuite utiliser. Mais ce qui est clé, c'est vraiment ce côté. Il n'y a pas des gens chez Alan qui s'amusent à regarder tes problèmes de santé. Ça, c'est vraiment un sujet très, très important. Donc, ma cousine qui bosse chez Alan ne sait pas que j'ai le cancer, par exemple. Il faut éviter ça, ouais. C'est pas vrai. Que ta cousine travaille chez Alan. Qu'elle travaille chez Alan, enfin, je crois pas avoir le cancer. Sur toujours les 5%, le médecin découvre que le chat, l'assistant IA m'a pas donné la réponse parfaitement juste. Je suis recontacté, je me mets côté utilisateur. Ouais. Évidemment, c'est ça, c'est justement ça l'idée, c'est que c'est sous la supervision d'un médecin. Et on a mis 15 minutes parce que c'était important en fait d'avoir cette boucle de feedback. Mais on pense qu'à la fin, c'est quand même beaucoup plus important d'avoir une réponse immédiate. Enfin, ça m'est arrivé... Enfin, 15 minutes, ça reste immédiat. Enfin, attendre 15 minutes, c'est... Attendre 15 minutes, moi, j'ai eu un cas où mon fils tombe d'une table basse et se fait mal à un doigt, il pleure et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Si je dois attendre 15 minutes pour pouvoir lui dire... Arrête de pleurer, on aura notre réponse dans 15 minutes. On va avoir un petit problème. Tu as raison. Et donc, et ça m'a économisé en fait un passage aux urgences parce que je savais, il m'a dit bon, c'est pas fracturé, mettez-le en hauteur,
mettez de la glace pour Atténuer la... voilà, pour atténuer la douleur, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'attendre 15 minutes sur certains sujets pour avoir la confirmation d'un médecin, c'est pas énorme, quand parfois tu dois attendre 6 mois, 7 mois pour avoir un rendez-vous. Et- C'était en comparaison que... Exactement. que je disais Et ça. en fait, c'est ça Mais ton gamin qui pleure, c'est toujours trop long. Voilà. Mais c'est ça le vrai sujet, la vraie transformation, c'est que ça va changer notre rapport à la santé, parce qu'on va pouvoir avoir notre réponse immédiate. Il y a quelques personnes qui ont la chance d'avoir dans leur famille des médecins Qui n'en peuvent avec plus. qui ils appellent, voilà, exactement. Alors que là, on va pouvoir complètement démocratiser ça. Je veux bien du coup qu'on revienne à la genèse de toute cette aventure IA chez Alan, et tu me le disais, et ça je ne le savais pas, c'est aussi ce qui a donné la genèse de Mistral AI. Exactement. Donc, si on revient fin 2021, début 2022, donc avec ChatGPT n'est pas sorti. ouais, c'est à peu près un an avant Ouais. ChatGPT. Donc moi j'ai une formation formelle en IA. Donc je fais ce master MVA de l'ENS à peu près en 2011. Mais à l'époque en fait où les réseaux de neurones, qui est la technologie sur laquelle sont basées toutes les IA aujourd'hui, tout le monde disait ça marche pas, ça marchera jamais. C'est ça sert à balbutiant, rien ouais. de- Ouais. Non, il disait ça marche pas, ça marchera jamais, ça sert à rien de passer de son temps là-dessus. Moi, j'étais un petit peu crédule à l'époque, et donc j'ai Tu pas croyais étudié le aussi, truc. voilà. Ça marchera pas, ne regardons pas. Et donc, enfin, bon, après j'ai travaillé en tant que data scientist chez Facebook, Instagram, Twitter, et donc j'ai pu faire un petit peu d'IA, mais au moment de commencer Alan, en fait, j'ai pas du tout touché ces sujets de deep learning. Et en gros, 2022, avec Jean-Charles, on sent qu'il commence à se passer un truc dans l'IA. Les transformers deviennent vraiment matures et ça commence à pouvoir vraiment être applicable dans les entreprises. Et donc là, on se dit, bon ben, moi je décide de prendre le move un peu vertigineux, de m'arrêter de faire tout ce que je faisais en tant que CTO d'Alan pour me focaliser uniquement sur d'abord me reformer à l'IA et me créer une conviction de est-ce que ça vaut le coup qu'on transforme toute la boîte avec cette nouvelle technologie. À ce moment-là, tu es à la tête d'une boîte qui est déjà valorisée pas loin de 2 milliards, 3 milliards. Ouais, ça doit être ça. Et tu décides. Non, mais pour montrer le. Enfin, c'est pas anodin. Une décision comme ça, avec une boîte qui a des énormes enjeux, de se dire je me retire, je me reforme. Alors, ça veut pas dire, j'imagine, tu n'avais plus aucun regard sur ce qui se passait chez Alan, mais c'est quand même du temps de cerveau qui est un investissement pur et dur, et potentiellement, a priori, le move était quand même à l'avenir de l'IA dans les entreprises. N'empêche que c'était un risque. À l'époque, personne ne parlait d'IA. Enfin, il y en avait un petit peu des petits trucs qui commençaient à sortir, mais les images que ça créait, c'était pas terrible. Le texte que ça créait, c'était pas mal, mais ça restait loin de ce qu'on a aujourd'hui. Mais surtout, en fait, si j'ai pu faire ce move, c'est parce que derrière, tu as Jean-Charles qui est une machine de guerre et qui gère tout de main de maître, que tu as des équipes incroyables qui me permettaient en fait de pouvoir justement prendre ce changement, temps, ouais. et prendre ce temps de me virer de mon boulot d'une certaine manière pour pouvoir... Tu t'es auto-viré de ton poste de CTO. Exactement, parce que derrière, en fait, ça me donnait du temps pour pouvoir faire cette exploration et donc parier sur l'avenir. À ce moment-là, parce qu'il y a des invests, il y a un board, comment on raconte ce projet? Est-ce qu'il y a des doutes autour de la table, ce qui peut être normal, hein, enfin en tout cas des questions à défaut de doute, mais derrière les questions, il y a parfois du doute. Je sais pas si le board était suffisamment hands-on pour pouvoir décider de ce truc-là. Enfin, c'est une décision exécutive. Et en fait, enfin, on a fait cette transformation. Moi, je me suis créé cette conviction. Et au moment où on s'est dit, en fait, il faut transformer la boîte avec l'IA, là, on en a parlé au board
globalement, ils étaient d'accord parce que bon, ben, c'est de la technologie qui est en train d'arriver. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et puis, donc, on commence à se transformer un petit peu partout chez Alan. Et là, on se rend compte qu'on est complètement tributaire d'une seule entreprise, OpenAI. Et en fait, Et ça vous plaît pas. et en fait, voilà, on se dit, bon, ben, s'ils décident qu'en fait, ils arrêtent de fournir les modèles pour l'Europe, pour une raison ou pour une autre, comme Oui, on n'a élection aucune ou idée. un truc comme ça, ou qu'il y a une raison pour laquelle ils arrivent à cornériser le marché et augmenter les prix, en fait, nous, ça nous met en danger. Donc, on se dit, bon, ben, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. On se rend compte que, en fait, tous les talents dans les grands modèles de langage, enfin, il y a à peu près un quart des talents qui sont français, qu'on avait un des meilleurs labos en France, Mais pas dans des boîtes françaises. mais pas dans des boîtes françaises, mais en France déjà. Mhm. Et ça, c'est France et Royaume-Uni. Et en fait, on se dit, bon, bah, non, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de champion européen pour agréger en fait tous ces talents. Et on a énormément de possibilités de créer en fait ce champion. On fait une petite note, ça circule, ça va nulle part. Ça circule où? Ça circule, genre jusqu'au plus haut niveau, mais en fait, ça ne bouge pas. Et puis arrive Le plus haut niveau, c'est l'Élysée Matignon. Ouais, pour faire simple. Voilà. Et en gros, arrive le 30 novembre 2022, ChatGPT qui sort, ça crée un engouement. Et là, en fait, on se dit, en fait, il faut qu'on accélère là-dessus, et quitte à ce que ce soit nous qui portions le sujet au début. Donc nous, on se fait on écrit une stratégie. On dit, bon, ben, voilà comment on peut contre-positionner un acteur européen. Il va nous falloir 100 millions, 200 millions, 500 millions la première année pour pouvoir créer ça. On va utiliser l'open source justement pour le contre-positionnement. C'est que si on réalise un modèle en open source, ça fait un truc incroyable. Le seul problème, c'est que nous, on n'était pas des chercheurs en IA. Ouais. Et donc, il fallait Et puis, qu'on trouve attends, les meilleurs. et juste au passage, vous aviez un peu une boîte à gérer. On avait un peu une boîte à gérer. On a toujours une boîte à gérer. Et en gros, donc, moi, je pars, je demande à tous les gens que je connais, enfin, qui sont les meilleurs pour entraîner ces choses-là. Tout le monde me pointe Arthur, Guillaume Lample et Guillaume, Arthur Mensch. Et en fait, après leur avoir parlé, on se rend compte que ils voulaient déjà monter une boîte avec aussi Timothée Lacroix. Et on se dit, bon, ben, voilà. Nous, on peut leur apporter notre expérience d'entrepreneur. On sait comment aider à lever énormément d'argent. On sait, on a T'as une vision aussi, on a voilà. une vision, on sait qu'on peut faire ça. Et on leur dit, bon, ben, on merge les deux. Et on va pouvoir en fait créer ce champion européen. À ce moment-là, il y a aussi Cédric qui était dans Cédric la O. partie, Cédric O. Et en gros, on se dit, bon ben, on va faire ça ensemble. C'est eux les fondateurs, c'est eux qui géreront la boîte parce que nous, on a déjà une boîte à gérer, comme tu l'as dit. Et c'est eux qui Et on aujourd'hui investit ont un tout fait. peu. Et... Voilà, et nous, on a toute petite. Eux, ils ont l'immense majorité du capital, nous, tout petit, mais justement, enfin, c'est essayer d'amorcer le truc. Une fois que c'est amorcé, en fait, derrière, ils font tout ce qu'il faut pour gérer le truc. Et donc, mai 2023, on lance Mistral. Septembre 2023, il y a le premier modèle qui sort, ça fait un gigabyte mondial. Et depuis, Mistral, c'est une boîte qui a 200 personnes et qui grandit énormément et qui est utilisée par les meilleures entreprises européennes et même mondiales. J'ai pas eu encore le plaisir de recevoir Arthur ou un des cofondateurs à ce micro, 40 nuances de Next. Donc je vais te poser la question à toi. Qu'est-ce qui différencie pour quelqu'un qui rentre pas dans les modèles, qu'est-ce qui différencie un Mistral AI d'un Open AI? Alors aujourd'hui, il y a quelque chose Au-delà de la dimension européenne et française.
Ouais, il y a quelque chose de très très fort, en fait, c'est le fait que Mistral fournit les paramètres de ses modèles. En fait, il y a une sorte d'expression qui dit... Là, t'as vu dans mes yeux qu'il fallait plus de... Ouais, évidemment. Il y a une sorte d'expression qui dit pas tes paramètres, pas ton modèle. En gros, ces modèles, ils tournent sur un serveur et en fait, il y a plein de paramètres dans ce modèle. Donc, ça peut aller de quelques milliards à des centaines de milliards, voire plus. Mais si personne te montre en fait les paramètres de ces modèles, tu sais pas comment ça marche. Tu peux pas le faire tourner. Et donc, ce qui se passe avec la plupart des entreprises américaines, c'est que elles font tourner dans leur serveur et toi, tu leur fais des requêtes et ils donnent la réponse. Mais tu vois jamais la boîte. Et justement, en fait, la différence de Mistral, c'est que Mistral fournit ses paramètres parce que justement, en fait, ça permet pour tous les sujets un peu sensibles où t'as pas envie que tes informations passent par Internet ou autre, en fait, que ça puisse tourner dans ton data center, dans ton cloud, sur les sujets stratégiques comme la défense, la santé, tous ces sujets-là, en fait, tu peux avoir tes modèles qui tournent. Ou tu peux même affiner tes paramètres, j'imagine. Tu peux affiner les paramètres, tu peux créer plein de choses, et c'est justement là-dessus que Mistral accompagne. Si on revient sur Alan, mais merci pour la réponse autour du Mistral. Je te demande pas de me pitcher H, que j'ai pas, tu vois, c'est là que tu vois que c'est pas mon sujet principal. Je les connais moins bien. Tu les connais moins bien. Mais donc on va rester sur ce que tu connais par cœur, c'est Alan. Je veux bien qu'on reparle de 2-3 choses, notamment d'Alan Mind, qui est issu d'une acquisition, mais aussi de l'international avec le Canada. Tu veux commencer par quoi ? On peut parler de santé mentale, ouais. si tu le souhaites. Ouais. Eh ben, il me semble qu'on va aller à la genèse du sujet avec ta claque plus personnelle. Waouh! Et donc effectivement, c'est une claque personnelle que tu vas vivre. Je le disais en intro, je le raconte comme ça de manière très entertainment, mais en fait la réalité que tu as vécue, elle est pas joyeuse. Aussi simplement que ça. Tu le disais, tu étais chez les plus grands acteurs de la tech mondiale, et pourtant la vie a beau avoir l'air belle, elle l'est pas toujours. Ouais. J'ai été 2013, je suis dans ces entreprises en Silicon Valley. Je travaillais chez Facebook sur Instagram, qui était globalement le truc le plus génial du moment. Et enfin, à l'époque, on était 50 à bosser dessus. Moi, je m'occupais de construire la première plateforme de pub à l'époque où le fondateur d'Instagram validait chaque pub sur Instagram. Donc, ça date un petit peu. Et a priori, en fait, tout aurait dû être parfait parce que le soleil de la Californie... super boulot, bien payé, etc. Mais il y avait un truc qui marchait pas. Enfin, je me sentais pas bien. Mais que tu arrives après coup, peut-être, parce que généralement, quand tu es dans le dur, tu sais pas quels sont les ressorts, tu connais pas les paramètres, si on garde la métaphore de l'IA. En gros, je dormais mal. J'avais 3 heures de trajet par jour. Je vivais à San Francisco, il fallait aller dans la Silicon Valley. J'étais fatigué, j'étais loin de ma famille, mes amis, et en fait, à un moment, je craque. Et donc, je burn out, début de dépression, et ce qui est vertigineux à ce moment-là, c'est que j'avais rien pour m'accompagner. Et j'avais surtout peur d'en parler. Parce que, en fait... Selon le sujet, tu disais, je me sentais seul. Alors que parfois on est, pour reprendre Orelsan, seul avec du monde autour. Exactement. Enfin, moi j'ai toujours grandi comme ça. Je viens d'une famille nombreuse. J'ai toujours été un bébé dans la foule, seul avec beaucoup de monde autour. Et en fait, le vrai sujet, c'est que j'avais rien. J'avais pas d'outils pour me guider. J'avais pas quelque chose qui pouvait m'accompagner. Aujourd'hui, ce serait peut-être différent d'ailleurs. Ouais.
Mais c'est marrant, alors je sais pas si c'est ta vision très CTO, très ingénieur, mais que la première, or tu le racontes peut-être après coup parce qu'aujourd'hui il y a Landmine et tu vois bien l'intérêt d'un outil, mais que le premier postulat c'est pas de dire j'avais personne à qui je pouvais en parler, mais du coup d'avoir la solution outillée Alors techno quoi. c'est ça qui est le plus terrible en fait, c'est que dans ces moments-là, on aimerait vouloir parler à quelqu'un, mais en fait, on a peur de les déranger, on a peur de La réaction. de la réaction, est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est une maladie mentale? Et c'est quelque chose de très stigmatisant. Ouais. Et comme on n'en parlait pas à l'époque, en fait, ça crée quelque chose. Et encore peu aujourd'hui, Voilà. même si ça a été un sujet gouvernemental ou national. Et en fait, il fallait complètement casser ce truc-là. Mais à l'époque, c'était dur. Bon, heureusement, j'ai ma famille qui m'a aidé, et puis j'ai pu reprendre. J'ai changé quelques trucs dans ma vie et je me suis ressorti après. Arrêt sur image, à l'époque, changer des choses dans ta vie pour pouvoir repartir une fois que tu es tout en bas, c'est quoi? Changer quoi? J'ai déménagé, j'ai changé de boîte, et j'ai changé à petit peu près tout à ma vie, et j'ai changé surtout de mentalité. Alors, dit comme ça, ça a l'air simple. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Office Space. Je sais pas si Je l'ai ça pas dit celui-là. quelque chose, mais c'est un grand classique de la comédie américaine. Et dans ce film, le héros stresse au boulot, et à un moment, en fait, il se fait hypnotiser, facilité de scénario, et il se retrouve en fait à être hyper relax. Et en fait, tout se passe tellement mieux dans sa vie après avoir été relax. Et en fait, Et donc c'est un peu cette comédie, voilà, mais c'est assez paradoxal, mais en fait, c'est ce genre de choses qui te font te rendre compte que t'es pas obligé de subir ton environnement. c'est presque la méthode Coué mentale. C'est Voilà. de se dire je décide d'aller mieux. Et voilà, je décide d'aller mieux. Après, j'ai lu aussi certains bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle The Guide to the Good Life, qui explique un peu comment vivre sa vie comme un stoïcien peut aider en fait à se transformer. Et en fait, apprendre toutes ces choses-là m'a permis de prendre beaucoup plus de distance avec ce que je faisais. Le stoïcien, c'est celui qui regarde la réalité, ce sur quoi il peut avoir la main, ce sur quoi il n'a pas la main, Exactement. et d'agir là où tu as la main. Exactement. Ce que la nature veut, le sage le veut. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec Jean-Charles, vous lisez énormément, que vous compilez à l'image en fait d'une machine. Tu disais c'est une machine de guerre, mais j'ai l'impression que toi aussi de bouffer, pardonne-moi l'expression, un max d'informations, d'en tirer des apprentissages, des learnings, et pour pouvoir prendre des décisions. Ouais, exactement. Enfin, et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental dans tout ce qui est entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'inspirer. Il ne faut pas avoir peur de reprendre la chose qui a marché là, l'autre chose qui a marché là-bas. Revenir au premier principe, comprendre pourquoi ces choses ont marché dans le contexte dans lequel elles ont marché. Oui, c'est pas appliquer bêtement. Voilà. C'est comprendre, aller au bout du sujet. Exactement. Et donc questionner. Questionner, et ensuite, en fait, se créer sa conviction et se créer son système à partir de ça. Donc du stoïcisme et de la maïeutique. Voilà. Mais bon, enfin, toute la manière dont on a décidé de travailler chez Alan, en fait, vient aussi de ces sujets-là, de comment est-ce qu'on peut changer notre rapport au travail. Donc il y a cette aventure très personnelle, c'est pas celle qui te pousse directement à monter Alan, mais au moment où arrive le sujet de faire une acquisition sur le sujet de la santé mentale, là je pense qu'il n'y a pas trop à réfléchir, vous y allez pour plein de raisons en fait. Exactement. Bon, d'une part parce que l'équipe était incroyable, il s'était inspiré un petit peu de la manière dont on travaillait aussi, donc ça a aidé un petit peu à l'intégration. On était très contents en fait de les avoir, et ça nous a permis de lancer
sujet de santé mentale, enfin, en plein Covid, parce que c'était vraiment le moment en fait où tout le monde partait en vrille. voilà, tout le monde avait ceux besoin. qui étaient seuls. Tout le monde avait besoin de ce soutien. Ceux qui étaient seuls, Ou ceux qui étaient trop pas seuls. soit avec du monde, soit pas avec du monde. En fait, tout le monde avait plein de bonnes raisons de. Exactement. Et donc, en gros, on décide donc de lancer ça. Ce qu'on a intégré aujourd'hui en fait dans notre clinique virtuelle, où on peut en fait directement parler à des psychologues. Je t'arrête une seconde, Charles. Je sais pas si tu le sais, on a un autre format qui s'appelle Cash Out. On raconte les montagnes russes de quand tu vends ta boîte en tant que dirigeant, en partant du principe que tu n'es jamais préparé à vendre ta boîte, pratico-pratique, de façon pratico-pratique, mais tu peux te faire accompagner, mais aussi d'un point de vue émotionnel, mental, pour le coup, avec vraiment des montagnes russes qui sont dingues. Ce qu'on n'a pas toujours, c'est la vision de ceux qui reprennent. Et il y a toujours deux histoires de la même histoire, en tout cas deux versions de la même histoire. Ce qui est certain, c'est que souvent, on évoque des problématiques de synergie, des synergies qu'on annonce sur le papier qui se font pas. Et en tout cas, des fois, effectivement, des difficultés de culture qui se marient pas. Donc, je veux bien que tu me partages comment vous avez été confronté à ces sujets-là, un peu dans le détail, et comment vous avez réussi, a priori, à résoudre un certain nombre de problématiques qui se posent à toute intégration. Ouais. Mais c'est un vrai sujet, surtout qu'on a une culture très différenciée chez Alan, où on travaille tout à l'écrit, en transparence et sans réunion. Et donc ça marche pas avec beaucoup d'entreprises. Donc ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus picky sur celles qu'on pourrait vouloir acheter. Et donc dans le cas de Jour, ça s'appelait à l'époque, en fait, on a eu un très bon fit avec les fondateurs. Et derrière, en fait, on a réussi à travailler avec eux pour les intégrer à la culture Alan. Ça a pris un petit peu de temps. Au début, il y avait un petit peu de séparation, et au fur et à mesure, en fait, on a tout intégré. Séparation d'espace, de bureau, séparation avec deux applis qui étaient côte à côte pendant un petit moment. Les applis côte à côte, ouais. Dans l'espace, en fait, on était au même endroit. Tout de suite. Mais Okay. Au fur et à mesure, en fait, il fallait faire rentrer des gens dans la manière dont ils fonctionnaient, et le contraire. En fait, c'est la chance incroyable quand on part d'une feuille blanche, c'est que on peut tout contrôler. Et merci pour la pub. Ouais, exactement. Et c'est ça la beauté, c'est que on peut tout contrôler, on peut décider de comment on veut faire les choses, et donc on a un système qui est joli d'une certaine manière. Et quand on acquiert une entreprise, en fait, on fait rentrer un truc étranger dans ce système joli. Et donc c'est comme une greffe. Comment est-ce qu'on se transforme? Ouais. Et là, c'est là où, je pense que c'est important d'avoir une philosophie. Moi, ma philosophie sur ces sujets-là, et c'est pareil sur le recrutement des personnes, c'est la philosophie du bateau de Thésée. Je sais pas si tu vois le concept. Pas du tout, mais j'adore parce que déjà dans la préparation, mais là au fil de nos échanges, à chaque fois je prends des concepts que je connais pas forcément. J'adore. Donc la philosophie du bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, l'histoire dans la mythologie, c'est Thésée qui a tué le Minotaure, qui rentre à Athènes, et les Athéniens décident de conserver son bateau. Au bout d'un moment, il y a une planche qui pourrit. Ils remplacent la planche. Une deuxième planche qui pourrit. Ils remplacent l'autre planche. Jusqu'au jour où, en fait, ils ont remplacé toutes les planches du bateau original. Est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Et donc, la réponse, c'est justement que ça reste le bateau de Thésée, justement, par la continuité, parce qu'on a changé, en fait, au les fur et planches à mesure. Si on l'avait laissé pourrir, il coulait et on n'avait plus rien. Et c'est à peu près la même chose avec une entreprise. C'est que on veut pas en fait avoir des gardiens du temple qui gardent sous cloche notre entreprise. Au contraire, il faut s'adapter à un contexte qui change, et donc il faut changer les planches au fur et à mesure. Et donc les entreprises qu'on va absorber, en fait, il faut les aider à transformer notre culture. C'est pareil avec les gens qu'on va recruter. En fait, il faut que ce soit des personnes qui soient compatibles
qui derrière transforment la culture, plutôt que des feats qui soient genre juste là pour rentrer Pour rassurer presque. dans le même moule. Et en fait, à la fin, tu commences tu vas vers la déliquescence. Donc, faire une acquisition, c'est accepter de changer. Exactement. Si on reste sur ce bateau de Thésée et des planches, je vois Grégoire que tu es, je pose juste cette question. Si on reste sur cette philosophie du bateau de Thésée et des planches, à quel moment, et là, appliqué à ta boîte, tu sais qu'il faut changer une planche? C'est une très bonne question. Nous, on a tout ce concept de la densité de talent. C'est qu'on pense que c'est extrêmement important d'avoir des gens forts, parce que les gens forts sont très contents de travailler avec des gens forts. Et en fait, à partir du moment où tu réduis le niveau des exigences, en fait, le groupe a la valeur du maillon faible. Et donc, en fait, c'est ça le sujet, c'est garder des gens extrêmement forts. Et en fait, ça s'auto-nourrit. C'est que les gens forts veulent continuer de travailler avec des gens forts, etc. Et à un des moment, projets de plus en plus enthousiasmants. Et parfois, il y a des gens qui se reconnaissent plus dans la manière dont ça va marcher. Et dans ce cas-là, on se quitte bons amis et ça va très bien. Et parfois, ça marche pas. Et on est transparent, on fait toujours ça avec candeur. Mais on est radicaux dans cette candeur. Grégoire Allensbach. Oui, j'avais en fait 2 petits points, parce qu'on parlait par rapport à Cash Out qui était la session, mais vous avez vécu beaucoup d'ouverture de capital jusqu'à la série F, la dernière. Donc en fait, il y a aussi des investisseurs qui arrivent, et vous avez un modèle, je dirais au niveau justement managérial, qui est quand même assez atypique, puisqu'il n'y a pas de manager. Tout est fait par réunion avec des leaders. Donc ça aussi, ça peut être un point qui quelque part peut susciter un certain intérêt de la part des investisseurs, où ils ne sont pas confrontés à ce type de modèle de manière régulière. Et donc, une des clés, à mon avis, qui est un des choix qu'on a pris dès le début d'Alan, c'est de faire que chacune des personnes chez Alan ait des BSPCE et des parts de l'entreprise. Et ça, en fait, ça change complètement la vision, parce que ça fait que chacun est en train de construire sa propre boîte. Derrière, vis-à-vis des investisseurs, c'est aussi très rassurant. C'est que ils sont plus en train de parler à des gens qui sont juste des employés qui font ça pour le chèque à la fin du mois. Non, ils sont là en train de parler à quasiment des égaux, des gens qui en fait travaillent aussi pour le même intérêt. Il y a un alignement des intérêts qui est assez incroyable. Et pour pouvoir vraiment rendre ça valide, cet alignement des intérêts, en fait, on a toujours essayé d'organiser des ventes de secondaires pour toutes les équipes. C'est-à-dire s'assurer que les BSPCE, les options, les stock options soient liquides. En fait, créer un petit peu de liquidité au moment des levées de fonds en général, pour montrer que oui, ça a de la valeur. C'est pas juste un bout de papier qu'on donne et tu verras peut-être un jour, ouais. Et peut-être un jour, il y a quelqu'un qui te donnera du vrai argent pour ta monnaie de singe. Et en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on montre que ces parts dans l'entreprise ont de la valeur, donc pour vraiment aligner tout le monde, et derrière, en fait, créer le maximum de valeur, parce que à la fin, plus le gâteau sera gros, plus on aura à distribuer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été distribué par les secondaires aux équipes d'Alan. Ça se compte en dizaines de millions. Et c'est vraiment valable dès que tu rentres chez Alan, tu peux avoir des BSPCE. Exactement, tous. 100% des gens, que ce soit dans les équipes de service client ou oui, partout. au leader, enfin, tout le monde en a. Et tout le monde peut bénéficier aussi quand on a des événements de liquidité, d'un peu de liquidité. On parle souvent avec les entrepreneurs la nécessité aussi de se dérisquer au moment des levées de fonds en prenant un peu de cash out. C'est pas aujourd'hui automatique, enfin, c'est comme les antibiotiques. Là-dessus, t'as quoi à en dire par expérience?
Je pense qu'il faut pas il faut se dérisquer juste de manière à pouvoir se focaliser uniquement sur la boîte. Je pense que ça, le trade-off, il est bien connu des bons investisseurs. C'est si t'as travaillé à côté de ta boîte pour pouvoir s'assurer que tu rejoins les deux bouts à la fin du mois, enfin, il y a peut-être un problème. Ouais. Et donc, vraiment, la clé, c'est se dérisquer de cette manière-là. Mais en fait, il faut Sans quand même se mettre à l'abri sur 72 générations. Exactement, parce qu'à la fin, en fait, il faut que la boîte soit aussi l'intérêt primaire de l'entrepreneur. Et en même temps, j'ai le sentiment, mais tu me contrediras peut-être, que le goal, le but, c'est pas l'argent, là. C'est de changer radicalement un secteur. Et en fait, c'est aussi peut-être ce qui explique que quand tu poses un peu de ton temps sur l'IA, beaucoup de ton temps sur l'IA, ça arrive à Mistral. C'est-à-dire que tu pourrais rester focus sur ta boîte, ton cash, ta vie perso. Non, c'est quelque chose de plus global. Tu as une dimension presque d'épopée, d'évangélisation, d'avoir une trace, quoi. Ce qui est sûr, c'est que genre, si on avait fait ça pour de l'argent, déjà, on n'aurait pas fait les mêmes choix et je pense qu'on ne serait pas là où on est. Et on ne sera pas là où on voudra être demain non plus. C'est que tu fais court terme pour de l'argent, en fait, tu vends au plus offrant dès le début et salut, c'est fini. Ce qui manque justement dans le monde entrepreneurial français, c'est des gens qui sont prêts à aller sur le très long terme. Ouais. Là, avec Jean-Charles, nous, on s'est dit, on sera là encore pour au moins 15 ans. Et ça, pouvoir, à notre âge, en fait, pouvoir être encore pendant 15 ans et partir de l'état où on est, qui est relativement significatif, et encore avoir 15 ans devant nous pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand, ça, c'est vraiment excitant. J'ai deux questions là qui me viennent. La première, c'est justement, tu te projettes 15 ans, alors, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais est-ce que tu te fixes des goals, des nombres d'utilisateurs, valorisation, nombre de pays tu vois, quand tu te projettes si loin, est-ce que tu te mets des marqueurs, des petits drapeaux à planter, comme poser son drapeau sur la Lune ou sur Mars? On peut essayer de faire des projections et se dire mais bon, tu sais que dans 15 ans, on sera 2040, de Next, on sera là quelque chose de très très gros. Oui, on a envie de faire ça et on fera tout pour que ça arrive. L'idéal, ce serait d'aller taper United Healthcare, qui est la plus grosse boîte de santé dans le monde. On aimerait bien. Il y a peut-être 1% de chance que ça arrive, mais si tu te fixes pas l'ambition, tu y arriveras pas. Ce serait incroyable et on va tout faire pour que ça arrive. Mais en fait, on fait ça pas tellement pour faire une très grosse boîte, c'est en fait pour avoir un impact sur la vie de personne. Et le fait de faire ça en santé, en fait, fait qu'on peut faire ça toute sa vie parce que ça a un sens. Et derrière, en fait, on a des gens dont la vie ont été sauvées par des outils Alan, et ça, il n'y a rien de plus gratifiant. Ouais. La seconde question qui me venait quand tu évoquais la trajectoire d'Alan, il y a forcément eu des moments où vous avez été approché pour des rachats? Pas tant que ça. C'est vrai? On a toujours été trop cher jusqu'à... en fait... ça va pas être moins cher demain. Exactement. Ouais. A priori. Ouais. Non, vous avez jamais été approché. J'ai vu dans tes yeux que si. On a toujours eu des gens qui... on n'a jamais rentré dans des vraies discussions. Ça n'a jamais été notre objectif. En gros, depuis le début, jour zéro de l'entreprise, on s'est dit avec Jean-Charles, en fait, on n'est pas là pour vendre. On est là pour créer un champion indépendant qui va pouvoir changer les choses dans le long terme. Et en fait, et pour moi, c'est un peu aussi cette ambition qui a manqué en France parmi certains entrepreneurs. C'était de se dire, en fait, à la fin, je vends et on voit ce qui se passe. Non, là, nous, on a envie de créer une entreprise générationnelle
qui restera là pour le long terme. C'est quoi une entreprise générationnelle? C'est qui définit sa génération. C'est beau ça comme ambition. Je te propose, si c'est le moment, et je pense que oui, de répondre à la question surprise qui t'est posée par quelqu'un que tu connais bien. Vous avez un message. Charles, Alan a grandi d'une société de quelques personnes, plus de 600 Alaners. Comment tu as continué à réimaginer ton rôle de cofondateur et de CTO tout en te concentrant sur tes forces? Quelle a été un peu la plus grande révélation sur te faire grandir toi-même en même temps que la société? Ce qui complétera bien la question que je voulais te poser, qui est la question Pascal Lorne sur les plafonds de verre. Alors, merci beaucoup Jean-Charles. Donc la personne qui a posé la question, c'était Jean-Charles Samuelian, mon associé. J'ai pu reconnaître T'as la voix. reconnu sa voix, vous parlez encore. On fait tout à l'écrit, donc on s'écrit plus. Non mais déjà, une clé, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est que la clé, c'est j'ai toujours pu compter sur à la fois Jean-Charles qui est exceptionnel et sur une équipe exceptionnelle de personnes qui fait très bien son boulot. Et derrière, en fait, je me suis créé une sorte de framework, une manière de fonctionner où j'essaye de me virer de mon boulot tous les 6 à 12 mois. C'est-à-dire, en fait, j'ai comme tu fais tout à l'écrit, tu rédiges vraiment ta lettre de démission. Voilà. Et je me l'envoie à moi-même. Exactement. Parce qu'après la dépression, tu es devenu schizophrène. Et en gros, donc l'idée, c'est que j'ai reconnu qu'une de mes forces, c'était en fait d'appréhender un sujet de manière assez rapide et de créer en fait une sorte de théorie autour et de comment en fait on pourrait l'aborder. Et donc ma manière de fonctionner là-dessus, c'est je prends un sujet et je travaille dessus pendant 6 à 12 mois jusqu'au moment où je considère que j'ai fait un petit peu le tour. Mais à ce moment-là, en fait, je vais trouver des gens avec qui j'ai travaillé, trouver un nouveau leader pour le faire monter sur le sujet, pour prendre ma place, pour devenir, en fait, être meilleur que moi. Oui, tu as défriché, t'as posé les premiers rails, et puis après, il va falloir faire avancer la machine. Et derrière, en fait, moi, ensuite, je redistribue tout ce que j'avais à faire, et j'arrive à un moment un petit peu de vertige où j'ai plus rien à faire, où je suis devenu inutile. On peut parler d'ennui, de sentiment d'inutilité, c'est encore plus fort. C'est que en fait, les autres sont devenus plus forts que moi, et j'ai plus rien à faire. Mais en fait, c'est une chance incroyable pour quelqu'un d'entrepreneurial ou quelqu'un qui apprend rapidement, c'est que il y a toujours des sujets explorés. Voilà, je peux me relancer sur un nouveau sujet complètement. Et à ce moment-là, en fait, je peux me dire je vais prendre ce sujet, je vais travailler sur ce sujet et je vais me relancer. Et en fait, ça a des effets assez positifs pour l'entreprise parce que ça me permet de me placer un peu à l'inverse en fait de toute la machine de produits qui avance très bien avec des gens très compétents et de faire les choses en fait où on prend pas forcément la mesure de l'importance de ces sujets. Mais il y a comme ça que tu peux aussi facilement te projeter sur 15 ans dans une boîte. Exactement. Alors il y a un concept que j'aime beaucoup qui est la pyramide, la hiérarchie des besoins de Maslow. Celle-là, je l'ai. Voilà. Donc, besoins primaires, etc. Exactement. Réalisation. Et tout en haut, il y a le concept d'auto-actualisation, qui est en fait l'idée que il faut changer. Il faut pouvoir avoir des choses nouvelles qui arrivent vers nous. Et d'une certaine manière, en réinventant ce rôle, en me mettant sur un niveau où en fait je peux toujours me réinventer, me virer et créer des nouvelles choses, je peux continuer pendant très longtemps. En fait, en se mettant dans un niveau de fragilité. Exactement. Et en fait, c'est un niveau de fragilité, il y a ce côté un petit peu vertigineux. L'autre côté vertigineux, c'est en fait le sentiment d'être toujours un débutant.
C'est que Et on revient au concept de Shoshin. Shoshin. Exactement. Et donc l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir l'esprit ouvert, curieux, d'être capable d'absorber des grandes choses, de pas avoir peur de dire moi je comprends rien. Pas, ouais. Parce que derrière, en fait, ça te permet d'ouvrir la possibilité d'apprendre énormément de choses. Et si tu y as du plaisir à apprendre, en fait, c'est assez incroyable. Donc de la curiosité et puis l'idée de se dire, enfin l'esprit du débutant, je reprends ce concept que je connaissais pas avant qu'on démarre, mais qui est valable, je pense que tout le monde peut saisir le concept de se dire, il y a des choses que je connais, mais même déjà dans les sujets que je suis censé maîtriser, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles en fait je ne sais rien. Ouais, exactement. Et en fait, je pense que c'est extrêmement important dans le concept de l'entrepreneuriat, c'est que pour Alan, ni Jean-Charles ni moi, on avait de background dans l'assurance. On connaissait rien à l'assurance, et en fait, c'est ça qui a fait notre force. C'est que justement, comme on connaissait pas les arcanes du métier, en Tu fait, te places côté utilisateur, tu dis de quoi j'ai besoin. voilà, on s'est dit. Et en fait, après, tu trouves les solutions pour on va tout y craquer. arriver. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas utile d'avoir des experts. En fait, c'est très utile d'avoir des experts, mais pas dans le siège conducteur. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est que si c'est quelqu'un d'un peu novice, d'un dilettante, qui est dans le siège conducteur, mais qu'on a l'expert à côté, le dilettante va pouvoir en fait imaginer des nouvelles manières de faire, et l'expert peut dire ça a déjà été essayé, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Et ça, par contre, j'ai jamais entendu parler. Tu as pensé à un truc on n'a jamais essayé. Ouais. Ouais. Et là, en fait, il y a une sorte de symbiose entre le novice et l'expert qui commence à être pertinente. C'est le principe de dire et si. Voilà, exactement. Et en gros, donc l'expert, le problème des experts, c'est que souvent ils sont experts dans une version du monde qui est caduque, qui n'existe plus. Et en fait, au contraire, le novice, en fait, il peut voir le futur. Et d'autant plus dans les périodes de chaos. Il y a une phrase dans le Mage du Kremlin de Giuliano d'Ampoli qui dit grosso modo mon père savait tout, moi je ne savais rien, et donc j'étais beaucoup plus adapté à mon époque. Parce que en fait c'était complètement parce qu'il va falloir se réinventer simplement. Exactement. Ou inventer, ou être celui qui invente. Et en fait, et notamment avec la période qu'on traverse avec l'IA, il y a tout qui se transforme. Et donc, être capable d'être à l'aise avec ce chaos crée énormément de possibilités en fait, pour entreprendre. Je parlais de la question Pascal Lorne, que j'ai titré à son nom, qui est le patron de GoJob. Il y a les plafonds de verre que tu as évoqués, que tu as réussi à compter. Tu n'es pas allé au bout d'ailleurs de ce rôle de CTO, de cofondateur que tu as dû passer, réinventer. Moi, je suis curieux de savoir aujourd'hui où est-ce que tu situes ton plafond de verre, parce que c'est un peu comme tout, on pète un plafond de verre, il y a celui d'après, et en fait, c'est sans fin. Ouais, enfin un vrai sujet, notamment c'est le sujet des plafonds de verre pour les personnes plutôt techniques. C'est que aujourd'hui dans la société française, il y a très peu d'ingénieurs ou de personnes CTO qui prennent vraiment la parole. Et ça, c'est à ce micro-là, on a reçu que Elie Mélois, un des cofondateurs de Loomaps, et donc le CTO de Loomaps. Donc c'est très rare. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que collectivement on arrive à casser comme plafond de verre. Alors la question, si je suis un peu piquant, c'est pourquoi faire ? Et c'est volontairement... pourquoi c'est important ? Parce que comprendre la technique permet de faire beaucoup de choses en termes entrepreneuriaux. Et en fait, derrière, ça veut dire expliquer de manière pédagogique. Et moi, je me considère comme un ingénieur humaniste. Et donc, en fait, j'essaye de passer l'idée que c'est extrêmement important d'avoir des gens qui comprennent à la fois la technique et les sciences humaines. Donc le message aux CTO qui nous écoutent, c'est lisez des livres. Et ensuite, prenez la parole.
On n'a pas évoqué le sujet de l'international. Moi, je voyais le Canada comme un pied pour arriver aux US. Alors, donc on a lancé le Canada l'année dernière. On est devenu la première nouvelle assurance santé au Canada depuis 1957. Et sur 5 concurrents qu'on a au Canada, en fait, il y en a 3 qui ont été créés avant le Canada. Pour te donner un peu, un peu une idée de l'état du marché. Donc eux, ils étaient très experts. Donc voilà, il y a eu, ils avaient besoin de quelques novices. Et donc on pense qu'on va pouvoir vraiment s'implanter et créer quelque chose de différenciant là-bas. Les États-Unis, c'est pas spécialement notre objectif à court terme, parce que il y a beaucoup d'argent dans la santé. C'est un marché assez pourri. Là, c'est pas lié que la période de 5 ans du mandat Trump. C'est plus largement indépendamment de ça. Exactement. Ouais. Et donc, on prendra notre temps. Le jour où on aura suffisamment de gravitas, qu'on sera suffisamment gros justement pour pouvoir aller attaquer ce marché, ça aura peut-être du sens, mais c'est pas pour maintenant. C'est quoi les autres régions qui font sens aujourd'hui pour le développement d'Alan? Tout ce qui est Europe, et après on verra pour le reste du monde, mais il y a énormément de choses à faire déjà partout dans le monde. Il y a un sujet qu'on a très rapidement évoqué, c'est celui de la culture d'entreprise. Tu as évoqué un peu la planche, mais c'est au-delà du fait que vous avez une approche particulière. Je veux bien savoir comment, en tant qu'entrepreneur, tu as essayé de construire les premiers rails et comment parfois ça t'a peut-être dépassé, comment parfois tu t'es peut-être pas retrouvé dans ce qui était dégagé comme culture d'entreprise, parce que c'est pas comme on peut parfois l'entendre chez certains grands groupes, c'est quoi nos valeurs cette année, puis en fait c'est un peu différent. Ouais, exactement. Et donc dès le début avec Jean-Charles, en fait on s'est posé pour pouvoir dire les valeurs de l'entreprise, ça va être ça. Et moi, un truc qui était hyper important quand on a défini ces valeurs de l'entreprise, donc on avait 0 salarié à l'époque, c'était... C'est plus facile à définir. C'est plus facile, exactement. La feuille blanche, encore une fois. En tout cas, si on prend le temps de se poser la question. C'est que, en gros, il fallait que ces valeurs soient réfutables. C'est que potentiellement, il faudrait pouvoir avoir la même valeur inversée et que ça fasse une entreprise potentiellement viable. Ok. Et donc, en fait, définir ces valeurs pour que tu puisses dire, en fait, moi, je veux pas ces valeurs, je veux des valeurs opposées et que ça marche quand même. Exister. Donc, par exemple, du coup, tu choisis pas, on veut une boîte humaniste parce que l'inverse d'humaniste, ça fonctionne pas. Ouais. Oui. En fait, si tu dis des platitudes, en fait, ça marche pas. L'inverse, on veut le meilleur pour nos membres. Tu peux pas vouloir le mot. Oui. Tout à fait. Exactement. Et donc, ça donnait quoi par exemple, transparence radicale. Transparence radicale, tu pourrais dire, en fait, on est très secret. Et ça marche quand même. Apple, en fait, marche comme ça, et ça marche quand même. Mm-hmm. Tu vas avoir le distributed ownership, le fait de faire que les décisions soient prises le plus proche de ceux qui sont dessus. Parfois, en fait, dans certaines entreprises, que ce soit volontaire ou non, en fait, c'est quelque chose de très hiérarchique. Et ça marche quand même. Exactement. Enfin, ça peut aussi marcher, Et donc, c'est tout. Et du coup, ça définit vraiment qui tu veux être. Et voilà. Donc ça, c'est le départ. Et puis ensuite, tout le monde arrive. Maintenant, c'est 600 collaborateurs. Chacun y met sa touche. Et en gros, la valeur incroyable, donc on avait fait ce bateau de Thésée, on a transformé au fur et à mesure, mais ces valeurs de base, en fait, sont restées. Et une clé dans la réussite d'Alan, notamment à l'ère de l'IA, c'est que transparence radicale et culture de l'écrit, ça va particulièrement bien avec l'IA. J'ai un autre concept, qui est le concept de la barrière de Chesterton, qui est en fait un des gros problèmes dans beaucoup d'entreprises, c'est que tu vas avoir des décisions ou des process qui sont là, qu'on a toujours fait comme ça, et personne n'est capable de dire est-ce qu'il faut qu'on continue à faire comme ça. Ouais. En fait, le concept de la barrière de Chesterton, c'est tu as une barrière dans un champ,
Et on l'a jamais passé. Il y a un réformateur qui dit, je vais retirer cette barrière, et il y a l'homme sage qui arrive derrière et qui dit, avant que tu retires cette barrière, je veux que tu me dises pourquoi on l'a mis là. Parce que potentiellement, il y avait un taureau. Il y a peut-être une bonne raison. Etc. Ou potentiellement, le taureau n'est plus là, ou il est mort. Et en gros, beaucoup d'entreprises se calcifient justement parce qu'elles gardent des process, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils avaient été là. Et en fait, la culture de l'écrit et de la transparence, plus l'IA, fait qu'on peut avoir cette réponse presque instantanément. Pourquoi il y a une barrière ici? Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Et quels étaient les arguments pour prendre cette décision? Et en fait, si tu arrives à avoir ces informations-là, c'est beaucoup plus facile de dire, on va retirer cette barrière parce que les raisons pour lesquelles on l'avait mise, en fait, ne sont plus valables. Et c'est ça la clé. Puissance du truc. Exactement. D'où l'intérêt presque de le faire day one, en fait. Voilà. Et la transparence, c'est beaucoup plus facile à faire dès le début qu'après coup. Ouais. Et en fait, c'est aussi une chose assez forte en termes de valeur, c'est que la transparence, ça nous force à être le meilleur de nous-mêmes. J'ai une question qui n'a pas de jingle, c'est la décision courageuse. On prend tous à un moment des décisions, pas forcément uniquement parce qu'on le veut, mais parce qu'il faut les prendre. C'est quoi la décision, selon toi, la plus courageuse que vous avez pu prendre? Honnêtement, moi je pense que on en a parlé un petit peu, quand en 2022, j'arrête complètement de faire ce que je faisais. Parce que, en fait, c'était assez vertigineux de se dire, j'arrête de regarder ce qu'on est en train de faire, je laisse tout le produit fonctionner comme il faut. Et en fait, ça m'a permis de passer vraiment du temps sur ce sujet de l'IA. Je te préviens maintenant que dans quelques instants, je vais te reposer la question que je t'ai posée au tout début. Ouais. Et on va voir à quel point le mec est brillant et a réussi à trouver des anecdotes en même temps qu'il nous racontait toute sa vie. T'as vu, je te laisse un peu le temps de processer là. J'en ai 2 sur 3. Ok, et ben on verra la 3e. Je pense que t'as les 2 vrais du coup. Et il manque la fausse. Non, j'ai la fausse. Ok, j'ai une vraie. Et ben on va voir. Et il me faut encore Et écoute, comme tu as 2 cerveaux, je vais te proposer de prendre une partie de ton cerveau pour trouver la 3e anecdote et une autre partie de ton cerveau pour prendre le pouvoir. Parce que c'est notre projet! Mon cher Charles, demain, je te donne les pleins pouvoirs en France, au moins pour une journée. Qu'est-ce que tu as envie de défendre? Qu'est-ce que tu as envie de proposer? Alors, moi, ce que je pense est très important aujourd'hui en France, c'est pouvoir réinvestir dans l'avenir. C'est qu'aujourd'hui... Ça, c'est un slogan de campagne. Ça, c'est un vrai slogan de campagne. Je ne suis pas en campagne, mais vraiment réinvestir dans l'avenir. Dans le sens où aujourd'hui, la France dépense beaucoup de choses plutôt dans la consommation et n'ose pas vraiment réinvestir dans l'éducation... Presque l'infrastructure, même si on parle d'infrastructure intellectuelle. Exactement. Et en fait, il y a plein de sujets moi qui m'intéressent. Là, je suis particulièrement intéressé par les écrits de Henri Georges, qui est le georgisme. Le georgisme, un économiste du 19e siècle, justement, qui dit que il faut plutôt taxer uniquement le foncier. Et ne pas taxer les améliorations que tu vas pouvoir apporter à ce foncier, justement pour créer un alignement des intérêts, pour faire que, de toute façon, si tu as un terrain nu ou si tu as construit quelque chose d'incroyable dessus, en fait, tu payes les mêmes choses pour pas pénaliser le fait de construire quelque chose d'incroyable. Et en fait, toute sa théorie, c'est justement que grâce à ce type de taxe, en fait, on peut réduire la complexité et derrière, en fait, créer un système où on va encourager, en fait, le fait de créer de la valeur pour derrière pouvoir mieux la répartir. Donc, tu es en train de lire un certain nombre d'écrits de cet économiste. Comme je pense avoir compris à peu près ta manière de raisonner, en tout cas d'aborder un sujet, avant de prendre cette décision de vouloir
le défendre au moins en partie à ce micro. Tu as dû peser les pour, les contre. C'est quoi les contres de cette théorie ou de cette vision, en tout cas, de ce que pourrait être l'économie? Les contres, en général, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place. Ça veut dire, en fait, transformer pas mal la manière dont on fonctionne. Ça veut dire que les gens qui avaient planifié sur le fait que le foncier coûtait pas très cher, en fait, ça va vont être un petit peu dedans. Ça veut dire que il faut derrière aussi changer la mentalité sur la création de valeur. Et ça, c'est un peu quelque chose avec lequel on a du mal globalement en France. C'est que Victor Hugo disait que d'abord il faut créer la valeur, ensuite la distribuer. C'est dans Les Misérables. Et en fait, on s'est souvent orienté pour surtout la distribuer. On a un peu oublié l'étape 1. Et donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à culturellement en fait changer de mentalité pour pouvoir garder notre place dans le monde. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus dur. C'est ce que tu disais aussi sur l'intégration d'une boîte. Le premier sujet, c'est la culture. L'adoption d'une technologie comme l'IA, le premier sujet, c'est la culture. Et donc, transformer un modèle économique, c'est pareil. Le premier sujet, c'est la culture. Donc, peut-être il y a en partie participé. On touche pas encore 65 millions de Français, malheureusement. Mais peut-être demain, après cette interview. Je te propose, avant de presque conclure, de passer au true story ou storytelling. 2 anecdotes vraies, 1 anecdote fausse. Et on joue Grégoire. Alors moi, j'étais plus sur des fun facts que des anecdotes. Ok, fun fact, vas-y. Alors j'ai 3 fun facts. Premier, c'est que quand on a créé Alan, il n'y avait pas eu de nouvelle assurance en France depuis 30 ans. Okay. Deuxième, je pense que c'est vrai. Deuxième, ma passion c'est les échecs et je suis grand maître international. Okay. Troisième point, je l'avais préparé il y a une seconde et je viens de l'oublier. Eh je dis que c'est la deuxième qui est fausse. Tu n'es pas un grand maître international d'échecs. Bien vu. Non mais j'en avais une troisième et je l'oublie bêtement. Non, si, la troisième, c'est Alan a comme mascotte une marmotte à cause d'une vidéo YouTube bidon. C'était quoi? C'était pas la pub sur la marmotte et le chocolat, c'est autre chose. C'est quoi? Exactement. Il y a une vidéo YouTube où il y a une marmotte qui crie Alan et ok. Et c'était c'est né comme ça. Si tu tapais Alan en 2016 dans Google, eh ben tu tombais sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu tombes sur vous, Alan. Sur votre marmotte à vous. Voilà. Je croyais que c'est un petit ours. C'est une marmotte. D'après cette vidéo, c'est une marmotte. Pareil. Voilà. L'important, c'est que cette mascotte a un visage sympathique. Plus qu'un visage sympathique, mais j'espère aussi sympathique. On t'a demandé une femme entrepreneur que t'admires, pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une brillante entrepreneur et à qui on donnera le micro, j'espère, si elle accepte l'invitation, dans quelques temps, à travers une interview de Solène Etienne, notre associée. Je te propose 2 battements de tambour. Et donc je suggère Pauline Glickman qui a créé une entreprise qui s'appelle Payflows et qui justement en fait simplifie complètement tout ce qui est le procurement. Donc comment en fait stocker les données par rapport au fait d'acheter d'acheter dans une entreprise, et ça enlève un énorme pain point et Pauline est assez exceptionnelle dans son rôle. Tu la connais bien? Je la connais assez pour suffisamment bien pour la recommander. Ouais. C'était pas vraiment ma question. Je te propose de t'adresser directement à elle. On fera comme la question de Jean-Charles. On extraira ta question, donc tu peux t'adresser à elle et on lui diffusera pendant son interview. Est-ce que tu penses qu'on peut créer des champions mondiaux en B2B depuis la France? Et si oui, comment?
Eh ben, cette question, on lui posera. J'espère qu'il y répondra avec autant d'anecdotes, de concepts que tu as pu le faire aujourd'hui. Charles, c'est un immense plaisir de t'avoir à ce micro. Merci Thomas. Ravi de t'avoir retrouvé également, Grégoire. Ravi de vous avoir tenu jusqu'au bout de cette interview haletante. Si vous n'êtes pas abonné pour suivre les plus grands parcours des entrepreneurs en France, avec les hauts, les bas et toutes les questions qui vont avec, je vous invite à vous abonner directement à la chaîne du podcast ou à la chaîne YouTube où vous retrouverez tous ces échanges. Merci à toutes et tous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.